Merci, cher monsieur Hadab, d'abord de m'avoir invité et de me passer la parole. Mesdames, messieurs, madame et messieurs les ministres, messieurs les ambassadeurs et chers amis, et vous tous, je suis bien heureux de me trouver devant vous pour parler d'un sujet qui m'a été confié et que je cite devant vous: la France et l'Égypte face au désordre du Proche et du Moyen-Orient. Vaste entreprise. Et finalement, je me suis résolu à vous présenter 4 observations ou 4 propositions, en espérant que parmi les 4, vous en trouveriez bien, chacun et chacune d'entre vous, au moins une qui vous inspire. La première est simple. La France se tourne vers l'Égypte, comme toujours, lorsqu'il y a des situations graves que nous avons à partager ensemble. Et comme vous le savez, les orateurs précédents que j'ai eu le plaisir et l'honneur d'écouter ont parlé de façon excellente des liens traditionnels entre nos deux pays. C'est vrai que ça remonte loin. Plusieurs siècles, à peu près un millénaire de relations, somme toute, assez étroites. Mais depuis le début de la Ve République et avec la fin de la période coloniale, les relations entre nos deux pays ont pris un style et une allure et une permanence remarquables. Je dirais qu'au fond, les choses sont assez simples. Nous, la France, nous considérons que l'Égypte est notre principal partenaire au sud de la Méditerranée et que l'ensemble de la politique que nous conduisons dans le pourtour méditerranéen a en quelque sorte pour point central la relation franco-égyptienne. Et de notre côté, nous avons la prétention, sûrement un peu excessive, d'être au nord la puissance la plus importante. Si je mets à part, naturellement, les États-Unis qui sont les premiers partout, mais dont la présence de la 6e flotte et l'expérience, l'expérience c'est bien grand mot, mais en tout cas la présence permanente dans la région est connue. Mais si je mets à part le cas américain, qui n'est quand même pas un pays méditerranéen, en effet, au fond, nous considérons que cette relation franco-égyptienne est une relation normale qui correspond au fait que nous sommes les 2 piliers de l'histoire moderne de la Méditerranée. Évidemment, comme vous le voyez vous-même, l'Égypte connaît des évolutions, des crises, des changements. Je voudrais vous dire, parce que cette question a été dans l'ordre du jour au cours de ces dernières années, qu'au fond, nous sommes plus sages lorsque, à Paris, on ne se mêle pas trop des décisions de gouvernance et de politique intérieure égyptienne. Vous avez écrit ici « exigence démocratique », c'est la responsabilité des auteurs. Je suis naturellement pour. Mais en même temps, comment dirais-je, je n'ai pas le tempérament à donner des leçons à mon voisin. Et donc, je vois bien ce qui s'est passé en Égypte. J'ai suivi de très près parce que je m'y rends régulièrement et que j'adore votre pays. Mais en même temps, la période que nous traversons est compliquée. Et je comprends qu'il n'est pas facile pour les dirigeants de votre pays de trouver le bon dosage entre l'autorité et la liberté. Mais entre nous, les liens sont des liens d'intimité. C'est cette intimité franco-égyptienne que je suis en train de vous parler parce que je pense que c'est quelque chose de très important. Lorsque je suis arrivé au Quai d'Orsay, M. Chirac venait d'être élu président de la République. Le premier visiteur qui a débarqué, d'ailleurs à son initiative, à Paris, nous avons eu un déjeuner de travail, comme on dit, à l'Élysée, autour de lui, c'était le président Moubarak. M. Chirac et aussi Moubarak se connaissaient très très bien,
Et le président égyptien voulait venir d'urgence parler avec le président de la République, le nouveau président français, non seulement par amitié, mais aussi pour lui passer quelques messages dont je ne vous dirai rien aujourd'hui, mais qui étaient quand même bien significatifs. Quand on a créé dans la foulée l'Union pour la Méditerranée, qui était une tentative sympathique, même si après ça elle s'est un peu égarée, si elle a aujourd'hui pratiquement disparu, l'Union pour la Méditerranée, elle a été, comment dirais-je, scellée à 2 conférences dont j'ai été un modeste participant, l'une à Nice et l'autre à Barcelone, et c'est pour ça que ça s'est appelé la conférence de Barcelone. Il y avait comme personnalité importante Ammar Moussa, dont, Monsieur le Président, vous direz à l'intéressé combien nous l'avons regretté. Et il y avait Farouk El-Shara, que sûrement quelques-uns ici connaissent, qui était le ministre des Affaires étrangères syrien depuis 15 ans, qui est une personnalité parce qu'il vit toujours, une personnalité remarquable. Il y avait surtout M. Solana, l'Espagnol, qui était un peu l'organisateur de ce travail, de cette conférence de Barcelone. Et puis il y avait Ehud Barak, qui était précisément le problème, à dire la vérité, pour créer une conférence de l'Union pour la Méditerranée avec tous les pays, plus Israël. Voilà. Mais je vous raconte ça pour vous dire que voilà, ce lien entre la France et l'Égypte est un lien profond, un lien naturel, un lien intime, et qui, quelles que soient les péripéties de l'histoire locale, la vôtre ou la nôtre, perdure et constitue pour nous un point essentiel dans l'actualité d'aujourd'hui. Ma deuxième proposition tient en quelques mots. Face au désordre qui règne actuellement au Proche et au Moyen-Orient, on peut même dire face au chaos, le temps des négociations doit s'imposer. La confrontation, les batailles, les guerres, les déchirements, la reprise des villes les unes après les autres, tout ça c'est à peu près terminé. Simplement, entrer dans des négociations, c'est encore autre chose. Et c'est très difficile. C'est très difficile parce que, d'abord, il y a des contradictions d'intérêt très fortes. Vous pouvez les voir tous les jours à la radio, à la télévision, dans les journaux, dans votre expérience personnelle. Par exemple, les Turcs et les Kurdes. Comment va-t-on résoudre le problème des Turcs et des Kurdes? Ou bien, comment dirais-je, est-ce qu'on peut dire que les pays du Golfe ont largement subventionné les milices islamiques que nous combattons dans le Sahel et que ça fait quand même quelques problèmes? C'est des contradictions d'intérêt. Ou encore que la montée de l'influence iranienne, que ce soit dans les combats contre Daesh en Irak ou dans les actions pour soutenir Assad en Syrie, bon, c'est du nouveau qui n'est pas sans poser de grands problèmes aux autres pays de la région. Pourrais-je encore parler des chrétiens d'Orient qui sont très malmenés dans toute cette période, très malheureux, et qui sont aussi des signes de contradiction. Il y a aujourd'hui, malgré la fin presque achevée des combats, une ambiance guerrière et violente qui se maintient dans la région, et les conflits d'intérêts font que résoudre ces problèmes ressemble au nœud gordien que nous rapporte la légende romaine. Il y a aussi un autre problème qui est très difficile. C'est qu'il y a des nouveaux rapports de force. Parce qu'on ne sort pas de cette période complexe et longue et tendue et douloureuse et pleine d'épreuves, on n'en sort pas avec la même situation qu'on y était entré. Il y a des forces qui ont gagné et des forces qui ont perdu ou qui ont reculé. Entre ceux qui avancent et ceux qui reculent, c'est pas si simple. On ne peut pas demander aisément, quand il y a une guerre, à ceux qui pensent l'avoir gagnée, de bien vouloir se comporter comme s'ils l'avaient perdu. Ni l'inverse d'ailleurs. Autrement dit, oui, bien sûr, il y a des nouveaux rapports de force qu'il n'est pas facile pour les uns ou les autres d'accepter. C'est pourquoi, face à ces difficultés, monte l'idée d'une nouvelle confrontation armée avec l'Iran. Voilà, c'est cette idée qui traîne partout. Cette idée qui vient des États-Unis,
qui mûrit aux États-Unis. Vous constatez que le secrétaire d'État, M. Tillerson, qui avait des positions assez raisonnables, a été licencié comme un valet. Vous constatez que le conseiller à la sécurité de la Maison-Blanche a été renvoyé et que tous les deux ont été remplacés par des gens qui représentent, comment dirais-je, l'aile dure du Parti républicain en matière internationale. Et des gens qui sont tous les deux franchement hostiles à l'accord nucléaire avec l'Iran. Mais cette idée d'une confrontation, d'un conflit, elle s'exprime aussi dans les pays du Golfe, notamment en lien avec le conflit au Yémen, qui est une sorte d'avant-goût. Cette idée est aussi affirmée en Israël, où on explique, ce qu'on peut d'ailleurs comprendre, que la sécurité d'Israël se présente aujourd'hui dans des conditions nouvelles et peut-être moins favorables qu'avant, et que ça n'est pas supportable. Et d'ailleurs, écoutez ce que dit M. Netanyahou tous les jours à la radio israélienne, et s'il le peut dans les journaux internationaux, contre l'Iran et contre l'accord nucléaire. Eh bien, mesdames et messieurs, je pense que la France et l'Égypte devraient unir leurs efforts pour s'opposer à ces démarches, à ces attitudes, à ces courants de pensée, à ces tentatives. Tous les problèmes que j'ai évoqués et tous les problèmes que tous ces groupes évoquent sont des problèmes réels. Mais la confrontation ne peut conduire qu'à des drames, qu'à des nouveaux malheurs, qu'à des nouvelles destructions, qu'à des nouveaux morts et qu'à des reculs désastreux. Les États-Unis eux-mêmes devraient avoir compris combien leurs guerres au Proche, au Moyen-Orient et en Orient en général ont été pour eux des catastrophes successives. La guerre du Vietnam, la guerre d'Afghanistan, 17 ans de conflit, le plus long conflit que les Américains aient jamais connu, dans lequel ils sont empêtrés sans savoir comment partir, et en sachant parfaitement que quand ils partiront, on retrouvera la situation qui régnait quand ils étaient arrivés il y a 17 ans. Et la deuxième guerre d'Irak, véritable désastre qui est la cause principale de tous vos et nos malheurs dans la région. Nous devons affirmer que si confrontation il devait y avoir, nous, les Égyptiens et les Français, nous n'y serions pas. Et je vous dis ça parce que je pense que nous pouvons travailler ensemble. Je pense que l'Égypte a une grande influence vers les pays du Golfe. La France parle avec les États-Unis, et notamment M. Macron, et je lui en suis reconnaissant, a repris un dialogue d'une grande pertinence et d'une grande richesse avec les Américains. Et les deux, les Égyptiens et les Français, devraient pouvoir parler dans des termes compréhensibles, justes et raisonnables avec l'Iran. Mesdames, Messieurs, ma troisième proposition, c'est qu'il y a un sujet primordial qui est d'intérêt commun, c'est la lutte contre le terrorisme islamiste. Monsieur le professeur, je vous ai écouté avec beaucoup, monsieur le ministre, je vous ai aussi, les deux, je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt et je salue l'universitaire expérimenté que vous êtes, qui nous avait délivré une leçon universitaire de très grande qualité et de grand talent. Je vais tâcher d'apporter une contribution de plus pour faire avancer un peu le débat, mais en partant de ce que vous nous avez dit. D'abord, je vous dirais que ce n'est pas mentir, ni même exagérer, que de dire que Al-Qaïda et Daesh ont bénéficié de soutien, de complicité et d'aveuglement dans nos régions. Je dois vous dire que nous-mêmes ici, nous commençons à peine
à pouvoir prononcer les deux mots que je viens de prononcer devant vous, le terrorisme islamiste. Or, il faut l'appeler par son nom. Le combat commence par le fait qu'on l'appelle par son nom. Si on ne dit pas son nom, on n'a rien fait. Ce n'est pas le terrorisme, qui en effet est global et mondial, comme l'a justement dit notre collègue ministre. Mais le terrorisme islamiste, c'est lui l'ennemi. Et il faut le désigner. Et c'est compliqué à faire. Je le répète, nous-mêmes, je veux dire, en France, on se demande pourquoi. Parce que nos pensées n'avaient pas suffisamment progressé. Nous avons fait preuve de beaucoup de faiblesse. Nous avons regardé l'arrivée des frères musulmans en Tunisie avec, comment dirais-je, des larmes d'émotion. Nous avons vu ce qui se passait dans votre pays en trouvant que c'était très bien. J'ai participé moi-même à une réunion d'un think tank britannique organisé à Londres qui nous avait fait l'honneur de nous inviter. C'était pour nous expliquer qu'au fond, les frères musulmans, c'était la version arabe des partis démocrates chrétiens européens. Et donc, oui, nous avons fait preuve de faiblesse ou tout simplement d'aveuglement. Enfin, nous n'avons pas vu ce qui se passait. Nous n'avons pas compris ce qui se passait. Et je comprends bien que prononcer ces mots dans le monde arabo-musulman, c'est encore plus difficile parce que je comprends. Le peu que je connais de la religion musulmane, j'ai pour elle la plus grande admiration. Mais je ne peux pas non plus oublier que la question de l'islamisme est une question fondamentale qui s'oppose à nous, les uns et les autres, et que nous ne pouvons pas faire autrement que de la regarder, d'en parler, de l'étudier, parce que le combat à mener contre le terrorisme islamique ne s'appuiera pas sur des conventions internationales, il ne suffira pas de lui couper les vivres, il ne suffira pas de le poursuivre militairement, comme nous le faisons les uns ou les autres, vaille que vaille. Il faut y voir clair, c'est un combat idéologique. Et c'est un sujet majeur, c'est la face sombre d'une religion éminemment respectable. Nous devons à la fois rester dans cette attitude de respect plein et entier à l'égard de la religion musulmane et en même temps déterminés à éradiquer l'islamisme extrémiste. Je dis ça devant vous parce que j'espère qu'au moins, si vous n'êtes pas d'accord, vous accepterez qu'on l'ait évoqué, mais je sais bien que ça n'est pas simple. Et pourtant, la France et l'Égypte sont, sur ces sujets-là, aux premières loges. Vous-même, l'Égypte, c'est ce que c'est. Elle s'y est affrontée, elle en connaît très bien les éléments. Et nous-mêmes, hier encore, le président de la République, aux Invalides, hier matin, a fait un discours magnifique. Mais il y a eu cette phrase que je soumets à votre réflexion. Il a parlé de cet islamisme souterrain qu'il faut combattre sans faiblesse et sans emportement. J'aime bien ça. Sans faiblesse et sans emportement. Avec lucidité et avec méthode. Tout est dit. Nous devrions, les uns et les autres, Égyptiens et Français, partager beaucoup sur ce sujet majeur et essayer d'organiser la prise de conscience par les sociétés civiles et par les autorités civiles et religieuses, la prise de conscience de la gravité de cette question si nous voulons que nos concitoyens vivent en paix dans les années qui viennent. Enfin, puis j'en ai terminé, nous devrions, c'est ma 4e proposition, traiter ensemble, être en fait les intermédiaires de bonne volonté pour les 4 dossiers majeurs qui sont sur la table des négociateurs le jour où ceux-ci se mettront autour d'une table. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de la Syrie? Comment et quand on organise des élections? Deuxièmement, comment et quand se fera la reconstruction des villes et des villages
du Proche et du Moyen-Orient. Vous avez sûrement conscience, encore plus que moi, que de Falloujah, des bords du Tigre, jusqu'au bord de la Méditerranée, il n'y a plus une seule ville debout, plus un seul village qui n'ait pas été détruit. Le monde sunnite, la première fois que je prononce ce mot ce soir, le monde sunnite a été rasé. Et qui va les sortir de cette difficulté? Et qui va les représenter dans la vie politique de l'Irak et dans la vie politique de la Syrie? Et puis les Kurdes, auxquels il faut donner la récompense des services qu'ils ont rendus, et donc d'une façon ou d'une autre, trouver les voies d'une autonomie à l'intérieur des pays dont je viens de prononcer les noms, et bien entendu la sécurité d'Israël, parce que la sécurité d'Israël fait partie de la stabilité régionale, cela va de soi. Or, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les conditions de cette sécurité sont évidemment modifiées et nous avons tout intérêt à nous en occuper. Voilà ma conclusion, mesdames et messieurs. Quelques idées que je soumets à vos débats. Nous reviendrons sur un certain nombre de points, notamment sur la question de l'islamisme, qu'on avait baptisé ici à un certain moment l'islamisme modéré, mais la France n'avait pas tout à fait tort, hein, parce qu'il y a eu, figurez-vous, dans les mémoires de Madeleine Albright, déjà, avant le président Barack Hussein Obama, Albright déjà, elle avait dit, monsieur le ministre, vous vous en souvenez, il va falloir qu'on discute avec les talibans modérés. N'est-ce pas? On a vu ce processus, cette dialectique bien occidentale, à vrai dire. C'est-à-dire, et ce n'est pas méchant ce que je dis, c'est-à-dire que le phénomène en tant que tel, le phénomène islamiste, du point de vue anthropologique, du point de vue historique, du point de vue idéologique et du point de vue politique, échappe à la rationalité occidentale, cartésienne. C'est quelque chose que nous autres comprenons bien, parce que ce sont les nôtres, c'est notre civilisation, ce sont nos atavismes culturels, psychologiques et religieux. Nous sommes bien placés pour connaître la dangerosité extrême de l'islamisme, et il n'y a aucune distinction. Sous ce concept, nous autres, moi en tout cas, depuis des lustres, sous le concept d'islamisme, je mets les frères musulmans, Daesh, Al-Qaïda, Al-Shabaab, Al-Nosra, tout cela configure dans le concept d'islamisme l'idéologie mère, idéologie théocratique et totalitaire par définition même. Mais nous en reviendrons tout à l'heure.